bonsoir à tous et bienvenue dans la grande édition. Aujourd'hui, vers 7h du matin, les terroristes ont attaqué l'hôtel Byblos à Sévaré. Des pertes en vies humaines ont été enregistrées. Pour plus d'informations, suivons ce communiqué du gouvernement avec Nyanyalo Traoré. Mesdames et messieurs, bonsoir. Communiqué du gouvernement. Attaque contre un hôtel à Sévaré, région de Mopti. Ce jour, vendredi 7 août 2015, vers 7h, une attaque terroriste a été perpétrée à l'hôtel Le Byblos à Sévaré, région de Mopti, où est logée une partie du personnel de l'amunissement. Le bilan provisoire est le suivant. Côté Forces armées maliennes FAMA, 5 morts, 2 blessés. Côté terroristes, 2 terroristes tués et 7 suspects arrêtés. Aussitôt l'attaque perpétrée, une unité d'intervention rapide des forces armées et de sécurité du Mali est intervenue pour mettre hors d'état de nuire les terroristes. Elle est en train de ratisser large afin de sécuriser les axes principaux, les édifices, les camps et environs. L'hôtel attaqué par les terroristes est présentement encerclé par les FAMA. Le gouvernement de la République du Mali présente ses condoléances aux familles des disparus et souhaite prompt rétablissement aux blessés. Le gouvernement de la République du Mali condamne avec la dernière rigueur cette attaque barbare et lâche contre les paisibles citoyens et les amis du Mali présents sur le territoire national. Le gouvernement félicite les forces armées de sécurité pour leur intervention rapide et efficace, les encourage à ne rien ménager pour normaliser la situation et protéger les personnes et les biens. Le gouvernement de la République du Mali invite les populations à la vigilance, à garder confiance et à apporter leur soutien aux forces armées de sécurité pour neutraliser les forces du mal. Enfin, le gouvernement fera chaque fois que de besoin un point de la situation jusqu'à la normalisation définitive à Sévaré et partout ailleurs au Mali. Fait à Bamako le 7 août 2015. Parlons à présent de cette visite des députés de la commission loi de l'Assemblée nationale. Ils ont effectué une visite de terrain pour constater de visu les réalités des structures judiciaires. Avec les magistrats, les parlementaires ont également abordé les questions relatives à la corruption et à la nouvelle réforme judiciaire. Compte rendu, Ramata Konaté. C'est au tribunal de grande instance de la commune 6 qu'est instauré le pôle judiciaire spécialisé dans la lutte contre le terrorisme et la criminalité transnationale. Ce pôle couvre l'ensemble du territoire national. Les 2 juridictions cohabitent et fonctionnent avec les moyens de bord selon leurs responsables. Les conditions de travail ne sont pas les plus idéales. Vous êtes dans mon bureau juge au siège. Je rends 150 à 200, sinon plus de 200 décisions par mois. Je n'ai pas encore d'ordinateur pour faire les saisies, ce qui m'oblige à rédiger mes factures manuellement et à faire plusieurs corrections entre le greffier qui saisit. Ça me fait perdre pas mal de temps. Outre le manque de matériel, les responsables de la cour d'appel déplorent l'inexistence de bibliothèques au sein de leur juridiction. Il nous faut des bibliothèques. Il n'y en a pas. Former les juges, c'est capital. Autant on ne t'attend pas en médecine, autant on ne t'attend pas en justice. Le droit, il faut le connaître pour le dire. Nous sommes en difficulté toujours dans le matériel. C'est la qualité des livraisons que nous avons, notamment par rapport à l'encre des imprimantes, qui complètement met en danger l'outil informatique. J'avoue que c'est des difficultés qu'on ne devrait pas avoir. Ces informations, nous allons les analyser. Nous ferons l'objet d'un rapport remis à qui des droits. Mais nous comptons également faire une rencontre spéciale avec les responsables du département de la justice pour examiner ensemble. Nous pensons que de par la collaboration que la commission loi a avec le département de la justice, nous pouvons régler beaucoup de choses.
Les magistrats des juridictions visitées ont demandé aux députés de la commission loi d'être plus regardants sur la mise en œuvre des politiques nationales, requête reçue favorablement par les visiteurs du jour. Cette visite parlementaire a également concerné les services auxiliaires de la justice, notamment le commissariat de police du 7e arrondissement de Bamako. Hausse de prix de la viande. Une réunion d'urgence s'est tenue à la direction du commerce et de la concurrence. Tous les acteurs de la filière étaient réunis pour donner leur point de vue et dégager des recommandations afin de trouver une solution pour le soulagement du consommateur. On en parle avec Nyanyalo Traoré. La question est d'actualité et défraie la chronique. Il s'agit du prix de la viande qui prend de l'ascenseur. 1 kilo, présentement 2500 francs, le prix de la viande avec os. Sans os, 3000 francs de kilo. C'est pas de notre faute. Et tout commerçant espère en doit gagner. Nous, on achète, on perd. Ouais. C'est pas le boucher qui rend la viande chère. Parce que la viande vient des animaux. Si les animaux montent, nécessairement ou bien forcément la viande monte. Les éleveurs de leur côté ne manquent pas d'argumentaires. Ils évoquent un problème d'espace de pâturage et de prix élevé de l'aliment bétail. Les animaux maliens vont en Guinée, en Côte d'Ivoire et un peu au Burkina. Dans ces pays-là, les conditions d'élevage sont plus acceptables qu'au Mali. L'aliment bétail est excessivement cher. Cette année, les gens ont acheté la tonne d'aliment bétail à 310 000 francs à Bamako. Ça, c'est à Bamako. Ailleurs, c'est plus que ça. Comme une balle de ping-pong, chacun se rejette la responsabilité. Et maintenant, que faut-il réellement faire pour soulager les ménages maliens? Il s'agit donc de trouver des solutions de long terme pour éradiquer ce problème que nous vivons, à savoir doter les éleveurs de parcs de pâturage adéquats avec tous les éléments qu'il faut pour préserver nos animaux au Mali. Autrement, le Mali va se retrouver dans la demande auprès des pays voisins. Cet état-major autour de la question de la viande a dégagé des recommandations. C'est de voir la politique nationale de l'élevage pour essayer de faire en sorte que la viande puisse revenir moins chère. On a dit aussi d'organiser les circuits de distribution pour essayer de réduire les intermédiaires qui sont assez nombreux aujourd'hui, essayer de professionnaliser, faciliter l'accès au crédit, la presse que vous êtes, et il a été décidé de vous impliquer. On voudrait que vous soyez membre de cette commission de réflexion pour que vous soyez au courant à temps réel de toutes les actions menées par le gouvernement pour maîtriser ce phénomène. Le directeur du commerce et de la concurrence a promis de très vite les remonter aux autorités compétentes. Modibo Keïta a par ailleurs rappelé que le prix de la viande est libre au Mali et change en fonction de l'offre et de la demande. L'État peut influer sur le marché si seulement la viande est importée, poursuit-il. Le pèlerinage 2015 se prépare activement et la maison du Hadj met les bouchées doubles pour réussir l'organisation. Cette année, les innovations ont pour nom la formation des acteurs impliqués dans l'organisation du pèlerinage. D'ailleurs, une série d'ateliers de formation est organisée à l'intention de tous ces acteurs. Agali Agissa. La maison du Hajj est devenue ces derniers jours un pôle d'attraction. Tous les services publics et agences de voyage impliqués dans l'organisation du pèlerinage y ont ouvert leurs guichets. Et c'est pour garder cette cohésion que la maison du Hajj organise une série d'ateliers de formation à l'intention de l'encadrement de pèlerins, des délégués médicaux et agents de services administratifs. Il s'agit pour les organisateurs d'accorder les violons sur le contenu des prêches destinés au futur Hajj. Il y a tellement de contradictions entre les prêches. Quelqu'un dit c'est noir, l'autre dit c'est blanc. Donc il faut que le pèlerin soit à l'aise. Cela veut dire qu'il quitte le Mali avec un esprit tranquille. Il sait où commencer le pèlerinage, où ça va finir. Il faut prendre des précautions. Non seulement le côté sanitaire pour les pèlerins, et le côté pharmaceutique aussi. C'est pourquoi le thème du deuxième atelier à l'intention du corps médical portait sur les conditions sanitaires. Les délégués médicaux doivent respecter et appliquer le règlement sanitaire du pays d'accueil et assurer une meilleure couverture sanitaire des pèlerins qui commence par les visites médicales. Le prix du Hajj a baissé l'année dernière, cette année aussi. Le nombre de délégués religieux
a augmenté l'année dernière. C'est une première dans l'histoire du pèlerinage du Mali. Le respect des règles administratives pendant le pèlerinage demeure un des défis à relever pour protéger les pèlerins et soigner l'image du pays. C'est pourquoi le 3e atelier portait sur les formalités administratives et conditions de séjour en Arabie Saoudite. 3 de nos compatriotes ont été malheureusement en délicatesse avec la loi saoudienne en matière d'introduction de produits pharmaceutiques. Et que pour éviter ce genre de mésaventures, nous avons demandé une plus grande vigilance des services de sécurité, une plus grande sensibilisation des responsables des agences de voyage et organisateurs du pèlerinage 2015. Le directeur général de la maison du Hajj, Abdul Aziz Mahamadou Meika, a réitéré l'engagement de sa structure à améliorer les conditions de voyage au lieu saint de l'islam. Il convient de rappeler que cette année, le Mali a un quota de 1500 pèlerins. Parlons santé et sachez que 3% des échantillons de médicaments antipalydiques ont été déclarés mauvais. Ils avaient été analysés par le Laboratoire national de la santé en 2014-2015. C'est ce qui ressort de l'atelier de restitution sur le contrôle de la qualité des médicaments antipalydiques initié par le dit laboratoire. Reportage Nohom Sissoko. L'existence de produits pharmaceutiques contrefaits et leur prolifération constitue un danger pour la santé publique. Face à cette problématique, le Laboratoire national de la santé et son partenaire du programme de promotion de la qualité des médicaments essentiels de la pharmacopée américaine ont préconisé l'utilisation de kits mini-laboratoires, un ensemble de petits matériels, de réactifs et de substances capables de détecter les médicaments contrefaits ou de mauvaise qualité. Les activités de contrôle des médicaments antipalydiques de ce premier rang 2014-2015 ont concerné toutes les régions et le district de Bamako, excepté Kidal. Sur à peu près 643 échantillonnages sur l'étendue du territoire national, on s'est rendu compte que 3% de médicaments n'étaient pas bons. Soit le médicament présenté ne contenait pas la quantité requise d'éléments actifs pour traiter la maladie, soit il ne contenait pas du tout d'éléments actifs responsables du traitement même de la maladie. Ce programme de surveillance de la qualité des médicaments, c'est également un effort pour décentraliser les activités de contrôle qualité des médicaments et renforcer la capacité dans ce domaine dans les régions du Mali. Les différents acteurs en charge de ce contrôle vont évaluer le programme afin de proposer des mesures correctives. Dans le cadre de la présentation des résultats de cette activité spécifique, je vous invite à une analyse critique qui sera assortie des recommandations pour la pérennisation et l'extension du contrôle à ces kits mini-lab, gage essentiel de la déconcentration de la mission idoine assignée au Laboratoire national de la santé. Pour mener à bien sa mission de surveillance de la qualité des médicaments, le Laboratoire national connaît quelques difficultés. Il s'agit par exemple du manque de formation et de l'insuffisance des ressources humaines. Nous restons dans le registre sanitaire et le Bureau national de l'Organisation des Premières Dames d'Afrique pour la lutte contre le VIH-Sida vient d'appuyer le programme de l'élimination de la contamination mère-enfant. La Première Dame Keïta Aminata Maïga a remis cet après-midi 4000 tests durs rapides de dépistage de la syphilis et du sida au ministère de la Santé. Le point avec Salima Tandao. 4000 tests duo pour le dépistage de la syphilis et du VIH-Sida offerts par la Première Dame Keïta Aminata Maïga au ministre de la Santé Ousmane Kouni. Destiné à la prévention des femmes enceintes et celles en âge de procréer, c'est le fruit d'un partenariat entre l'OPDAS, l'Organisation des Premières Dames d'Afrique pour la lutte contre le VIH-Sida et le groupe ALER, qui est une entreprise pharmaceutique installée en Afrique du Sud. L'OPDAS, qui est l'Organisation des Premières Dames contre le VIH-Sida, s'est engagée dans l'atteinte de l'objectif de 3-0 pour une génération sans sida. C'est une stratégie qui est sous-tendue par l'élimination de la transmission de la mère à l'enfant. C'est dans cette perspective que s'inscrit la présente cérémonie. Elle m'offre l'occasion de vous remettre officiellement, Monsieur le ministre, les 4000 tests duo octroyés au Mali par le groupe ALER.
Le gouvernement malien, à travers le ministère de la Santé, a mis en place plusieurs stratégies pour lutter efficacement contre le sida et il reste convaincu que la détection précoce des cas d'infection constitue un apport conséquent pour la prise en charge. Ce don que vous nous faites ce jour est une autre preuve, s'il en était besoin, de votre engagement en faveur des couches vulnérables que sont les femmes et les enfants. Je voudrais vous rassurer que les 4000 tests que nous recevons ce jour pour le dépistage VIH et syphilis seront acheminés sur les sites PTME sur l'ensemble du territoire. Madame Keita d'exhorter les responsables des services bénéficiaires à assurer la distribution gratuite de ces tests aux populations cibles et à produire un rapport sur leur utilisation tous les 3 mois, conformément aux attentes du partenaire. Hier jeudi, le chef de cabinet du ministère des Maliens de l'extérieur a rencontré à Djema les parents des 31 jeunes morts noyés dans la mer Méditerranée dans la nuit du 18 au 19 avril dernier. Après les messages de sensibilisation sur les conséquences de la migration clandestine, le ministère a remis aux familles des victimes un don de 2,5 tonnes de riz. Le compte-rendu de nos envoyés spéciaux à Djema, Boubacar Sissoko et Abdraman Keita. Le cercle de Djema a été aussi endeuillé lors du naufrage du bateau des clandestins sur les côtes italiennes en mer Méditerranée dans la nuit du 18 au 19 avril 2015. Dans cette catastrophe, le cercle de Djema a hélas perdu 31 jeunes âgés de 17 à 33 ans. Le gouvernement a donc témoigné toute sa sympathie aux familles des victimes en leur apportant une assistance symbolique de 2,5 tonnes de riz. Une occasion pour les cadres du ministère des Maliens de l'extérieur de renouveler le message du gouvernement concernant la migration clandestine. Au nom du président de la République, une délégation est là aujourd'hui pour présenter des condoléances aux familles des victimes des naufrages survenus sur les côtes italiennes. Que vraiment l'occasion, je me dis, elle est malheureuse, mais quand même, ce qu'on va demander aux populations, c'est de faire beaucoup attention. Il est bon d'émigrer, mais quand même, il faut choisir. L'immigration, elle doit être de façon légale. Chaque pays a une souveraineté. Le Mali, en tout cas, on veut bien que nos enfants partent, mais partent légalement. Cette compassion du gouvernement à partager la douleur des familles des victimes a soulagé les autorités locales du cercle. Les autorités administratives et politiques du cercle, les familles des victimes et l'ensemble des populations du cercle de Djema saluent ces initiatives du ministère des Maliens de l'extérieur qui sont les témoignages de la sympathie et de la solidarité du gouvernement et du peuple malien face au malheur qui a frappé le cercle de Djema suite au naufrage survenu en avril 2015 dans les eaux méditerranéennes. Le cercle de Djema a été profondément endeuillé par cet événement malheureux. Donc le cercle a enregistré 31 cas de disparition. À titre de rappel, lors de la catastrophe survenue en mer Méditerranée, 184 Maliens ont perdu la vie, la majorité est de la région de Caille. Une délégation de la Direction régionale du développement social et de l'économie solidaire de Koulikoro s'est rendue à Djidjeni pour apporter l'aide gouvernementale aux sinistrés. C'était dans le cadre de l'intervention d'urgence face à l'inondation survenue le 31 juillet dernier. Reportage d'Aouda Koni. Le vendredi 31 juillet 2015, dans l'après-midi, une forte pluie s'est abattue sur Djidjeni et certains villages environnants. Avec 70 mm à Djidjeni, 126 à Farabougou, 111 en Dontan, 88 à Sengerena, 50 à Torodofolo et 115 mm à Doufania, ces villages ne pouvaient plus tenir le coup. Fort heureusement, il n'y a pas eu de perte en vies humaines. Pour alléger la douleur des dégâts causés par cette catastrophe naturelle, le gouvernement, à travers la Direction régionale du développement social et de l'économie solidaire de Koulikoro, a apporté son appui aux sinistrés. Souhaitons tout simplement que chaque fois que de tels événements se produisent, que le gouvernement continue de nous apporter l'aide avec la célérité que nous avons connue cette fois-ci. Les sinistrés ont reçu une enveloppe d'1 million de francs CFA, 2 tonnes de sucre, 5 tonnes de riz, 7 tonnes de mil, 150 couvertures, 400 moustiquaires imprégnés, 40 bidons d'huile de 20 litres, 10 cartons d'eau de Javel, 20 sacs de sel de 25 kg. Cette politique a été vraiment une politique qui aujourd'hui
menée de façon intense par le département de la solidarité, en la personne même du ministre, qui depuis que ce sinistre a été annoncé, s'est mobilisé avec toute son équipe pour pouvoir trouver les moyens, les voies et moyens pour venir en aide à ces populations. Face à l'état des lieux et au risque de propagation des maladies, en plus de l'appui gouvernemental, la Commission communale de gestion des catastrophes naturelles propose des mesures d'urgence relatives, entre autres, au traitement de l'ensemble des puits des 5 villages concernés et à la dotation en kit de dignité aux ménages affectés. Les élus et les services techniques du cercle de Kolokani sont à pied d'œuvre pour gérer les dégâts collatéraux. Toutes nos excuses pour la qualité de ces images. Inondation également dans le village de Benko, dans la région de Ségou. Le village a enregistré 130 mm de pluie. Cela a provoqué d'énormes pertes et les responsables du développement social et autorités se sont rendus sur le site pour soutenir les populations. Fousséni Samaki. Dans le village de Benko, commune rurale de Manupebougou, cercle de Massina, 130 mm de pluie sont tombés dans la seule journée du vendredi 31 juillet. Les populations ont enregistré des pertes en céréales, habitations, cultures et autres. Ces sinistrés ont reçu la visite des responsables régionaux qui leur ont apporté non seulement le soutien moral, mais aussi l'appui financier des plus hautes autorités du Mali. Ce soutien est composé de vivres et de non-vivres, plus une enveloppe symbolique aux bénéficiaires. Le ministre nous a instruit de venir dans ces localités, notamment à Monipé et à San, pour pouvoir en tout cas, apporter la solidarité et du président de la République, la solidarité du gouvernement à l'endroit de ces populations qui ont été sinistrées par les pluies diluviennes de ces derniers jours. Ce geste de solidarité est hautement apprécié par les bénéficiaires. Malgré les pertes, nous sommes réconfortés par le fait que les responsables de l'État viennent nous voir. Je ne peux que remercier les autorités pour ces gestes de solidarité. Toutes les conditions sont réunies pour que ces vivres et non-vivres, ainsi que la somme d'argent importante qui a été mise à la disposition des deux villages, partent aux vrais bénéficiaires, aux populations sinistrées, dont la liste a même été dressée. Visite du président du Conseil économique, social et culturel en première région. Le professeur Boukassou Maïdara a présidé ce vendredi la réunion de synthèse des attentes, besoins et problèmes de la société civile au titre de l'année 2015. Occasion pour lui d'annoncer des innovations dans le traitement des recueils. On en parle avec Siaka Konaté. Insuffisance des ressources humaines, matérielles et financières, des préoccupations communes à tous les secteurs d'activité de la région de Caille, mais l'enclavement mérite qu'on s'y arrête. Les Caïsiens appelant de tous leurs vœux le bitumage de la route Caille-Sadiola-Kenyeba, longue d'environ 250 km, mais qu'il faut 6 heures pour parcourir à cause de son mauvais état, cela malgré la présence de 5 sociétés minières dans la zone. En quittant Bamako pour atteindre Caille, j'ai mis au moins 8 heures de temps sur une route vraiment difficile. Et je pense que le projet qui est en cours, si je suis en collaboration avec le ministre chargé de désenclavement, je suis sûr et certain qu'il pourra me dire que la réalisation de cette route est programmée pour tel ou tel moment. Justement, saisir directement le département des préoccupations qui les concernent, c'est la nouvelle démarche du président Aïdara et de son équipe. Nous allons faire des extraits pour chaque département ministériel et on va adresser ça aux différents ministres pour qu'on voit ensemble comment on peut suivre les besoins des populations. Et ça leur permettra également de me fournir le plan et le programme qu'ils envisagent pour résoudre un certain nombre de problèmes. Je souhaiterais faire une mission de collecte et une mission d'évaluation. L'exécutif régional espère que cette nouvelle démarche permettra de résoudre bon nombre de problèmes de la région. Permettez-moi de vous réitérer mes remerciements et ceux des populations de la région de Caille pour la tenue de cette journée d'échange combien salutaire, eu égard au rôle prépondérant que joue l'institution dans le domaine économique, social et culturel
de notre pays. Parlant de la sécurité, le professeur Boulkassoum Aïdara a appelé la population à collaborer avec les forces armées de sécurité en leur fournissant des informations sur les personnes suspectes. La sécurité, la paix et le développement est un sujet également évoqué par le professeur Aïdara lors de sa rencontre avec les notables. B2Gold Corporation est l'une des plus grandes sociétés minières au monde, installée au Mali, précisément à Fekola. Elle a une production de 950 tonnes par an. Cette société canadienne va occuper un site qui renferme la plus grande réserve d'or de notre pays. Découvrons ce site avec nos envoyés spéciaux, Mariam Sagara et Sidi Modibo Dambeli. Ici, dans le vaste plateau de Tambaoura, nous assistons littéralement à la naissance de la plus grande exploitation minière jamais réalisée au Mali. Dans un futur très proche, des centaines de tonnes de minerais vont sortir de terre à Fekola, à 80 km environ de Kéniéba. So B2Gold is a Vancouver. B2Gold est une société qui relève de Vancouver au Canada. On a 4 mines dans le monde. Il y a 2 au Nicaragua, une en Philippines et une en Namibie. B2Gold Corporation va creuser un gigantesque bassin à ciel ouvert à Fekola pour produire 950 tonnes d'or par an. C'est un projet ici qui va faire 12 ans et demi. Et dans ce projet, on va faire une production d'or allant dans l'ordre de 3,72 millions d'onces. Comme on l'a dit, de façon générale, dans les 7 premières années, on fera une production de plus de 450 000 tonnes d'onces par an. B2Gold est déjà présente dans 4 pays en Afrique, la Namibie, le Burkina Faso, le Ghana et le Mali. Cette mine-là va avoir un impact très sérieux sur l'économie du pays, pendant que d'autres sont peut-être en train de fermer, et ça sera une très bonne chose pour l'économie du pays. 1100 nationaux et expatriés vont réaliser dans la forêt sauvage un aéroport, des camps, un centre administratif et la mine d'or à ciel ouvert. C'est une société qui met un accent sur les relations entre les communautés et les populations. Donc, on va mettre l'accent sur la santé publique, l'éducation et la culture, et tout ce qui peut contribuer au développement de cette communauté-là. Nous, ce qu'on pense ici, c'est surtout qu'on veut donner la priorité aux locaux. Donc, on va insister sur le recrutement des locaux, et les expats qui vont venir là seront là comme des formateurs. Avec son siège social au Canada, B2Gold entend utiliser en temps plein 90% des nationaux et 10% d'expatriés pour diminuer le chômage au Mali et pour le bien-être de la population. Une délégation du ministère de l'Agriculture conduite par son secrétaire général vient de boucler une mission de 4 jours dans les filiales sud et nord-est de la compagnie malienne des textiles CMDT. Cette visite de terrain vise un certain nombre d'objectifs, notamment la vérification de la disponibilité des engrais, le contrôle de la qualité des engrais fournis et les difficultés rencontrées par les paysans. Envoyés spéciaux, Abdraman Doka Traoré et Abdraman Maïga. Âgé de 55 ans, Kassim Kone est cotonculteur depuis une vingtaine d'années dans la commune rurale de Jantebougou, dans le cercle de Bougouni. Pour cette campagne 2015-2016, il exploite 18 hectares de coton, 8 hectares de maïs, 5 hectares de petits milles. La délégation a pu constater que malgré la rareté des pluies, les plants progressent normalement avec un état végétatif satisfaisant dans l'ensemble. Un paresseux ne peut pas être cotonculteur. C'est une activité qui demande beaucoup de courage et de sacrifices. Cette année, nous avons semé tard, mais les plants présentent un aspect végétatif meilleur à celui de l'an dernier. S'il y a un sujet qui tient à cœur cette émission, c'est la question relative à la qualité des engrais utilisés par les producteurs. C'est ce qui a conduit la délégation à visiter certains champs, comme par exemple celui de Salia Djara, à Angoulasso 2, dans le cercle de Sikasso. Ces paysans pratiquent la cotonculture depuis une vingtaine d'années. Pour cette campagne 2015-2016, M. Djara a augmenté sa superficie de coton. Elle passe désormais de 20 en 2014-2015 à 37 hectares pour cette campagne. Cette année, nous avons eu les intrants à temps. Nous n'avons pas vu quelque chose d'anormal sur l'engrais. Aujourd'hui, on ne peut plus cultiver sans les engrais, c'est bien difficile. Donc, on a reçu les engrais. Nous avons déjà utilisé nos engrais, la végétation est très bonne. Et on a aussi utilisé sur le maïs, là, il n'y a rien d'anormal. Dans le cercle de Kouchala,
La délégation a visité l'exploitation agricole familiale d'Oumar Berté à Sungumba 1, à 45 km de Koutiala. Ce champ de 37 hectares, dont 15 en coton, présente un état végétatif satisfaisant dans l'ensemble. Les plantes sont au niveau de la floraison, malgré l'installation tardive de la saison des pluies. J'étais très satisfait. D'abord, on avait beaucoup de sollicitations à partir de Bamako pour les quantités d'engrais d'abord. Les cas de fraude que nous constatons par-ci, par-là, que les gens puissent vraiment surseoir à ça. On dit que ce n'est pas suffisant, mais le peu qui est là, il faudrait qu'on puisse gérer ça de façon rationnelle et judicieuse. La délégation a également visité le champ de Bakari Diara dans le cercle de Djouila et plus précisément à Gouana, dans la région de Koulikoro. Les membres de la délégation ont eu des entretiens directs avec les paysans. Les sujets évoqués sont entre autres relatifs à la campagne agricole, à la disponibilité des engrais au niveau des producteurs, à leur qualité et les démarches à entreprendre pour réussir la campagne agricole 2015-2016. Nous restons dans le monde rural et parlons de cette rencontre de l'hier, l'harmonisation d'un plan de travail et la mise en place de nouvelles stratégies pour booster la culture de blé dans les pays africains. Voilà autant de recommandations parmi d'autres issues des travaux de la revue annuelle 2015-2016 du projet de soutien de la recherche agricole pour le développement des cultures stratégiques. Pour plus de détails, nous écoutons le docteur Oumarou Gouita, chercheur à l'IR. Il est au micro de Batraouri. Il y avait une harmonisation du plan de travail de l'ensemble des 12 pays qui couvrent ce projet. Et ça, c'était un premier très point important. Il y a également aussi vraiment la planification des activités qu'on doit mettre en place pour faire sortir un impact pour vraiment la culture du blé, non seulement au Mali, et également aussi en Afrique. Les stratégies que nous avons quand même mis en place, c'est surtout de partir à partir des technologies que nous avons générées. Il s'agit seulement des variétés qui sont productives, c'est de mettre ces variétés à la disposition des paysans. Une variété aussi, quand elle est productive, il faut vraiment le faire accompagner par des paquets techniques. Ces paquets techniques, c'est les engrais, c'est la gestion de l'eau, c'est la période de culture et c'est seulement aussi lutte contre vraiment l'environnement. Tout ce que nous demandons à nos gouvernements, c'est d'essayer d'aller vraiment profiter des résultats que la recherche est en train de mettre en place et mettre aussi à la disposition des producteurs et les accompagner politiquement et dans un sens de gestion, non seulement de l'environnement, également de gestion aussi du comportement des producteurs et de voir quelles sont les stratégies qu'il faut mettre en place pour que les gens puissent vraiment avoir accès aux différentes ressources qui peuvent vraiment mieux développer non seulement la culture du blé et lutter contre la faim et l'insécurité. Lancement ce matin à Dounoumana, dans la commune rurale de Safo, d'une journée de l'arbre initiée par ONG Cap Demesso. Cette journée vise à planter plus de 4000 arbres, toutes espèces confondues. Ibrahima Tchokari. Celui qui a planté un arbre n'a pas vécu inutile. Fort de cet adage, l'ONG Cap Demesso et son partenaire USC Canada ont initié une journée de l'arbre. C'est le village de Dounoumana, dans la commune rurale de Safo, cercle de Kati, qui a servi de cadre au lancement de la journée. Cette journée de l'arbre est dédiée à notre programme d'agrobiodiversité pour la souveraineté alimentaire dans les ménages à Safo. Et on l'exécute avec Semences de la survie de l'unité de service de coopération ISC Canada. C'est dans le cadre du changement climatique. Nous avons mené plusieurs activités, dont le reboisement. Cette journée vise à planter plus de 4000 pieds d'arbres, toutes espèces confondues, dans les 14 villages de la commune. Le représentant du service des eaux et forêts a apprécié cette action de Cap Demesso. Le forestier, en tant que tel, en tant qu'environnementaliste, ne peut pas lui seul tout faire. C'est pourquoi souvent même j'interpelle tout le monde. Une chose est de montrer les faiblesses en réalité des services des eaux et forêts. Ça, c'est surtout les camions remplis sortir, de voir l'image. Mais d'autres aussi, c'est de voir aussi les actions d'envergure, les actions d'initiatrices qui sont, c'est-à-dire que ce que Cap Demesso vient de faire. Ce sont les 14 villages de la commune rurale de Safo qui devront bénéficier de plans
pour cette activité de reboisement. Déjà, dans la commune, l'ONG Cap Demesso intervient à travers son projet Agro-Biodiversité en vue d'assurer la sécurité alimentaire durable des ménages. À l'actif de l'ONG, la mise en place d'une pépinière à l'école de Safo, la restauration des sols à travers les cordons pierreux. Femmes et jeunes de la commune s'engagent à entretenir les jeunes plants. Cérémonie de lancement officiel du plus grand portail indépendant de gestion des appels d'offres. Ce portail diffuse les différents appels d'offres à l'intention des éventuels soumissionnaires au marché public, entreprises, particuliers, services techniques de l'État et collectivités. Compte rendu, Lamine Keita. icp-marchépublic.com. Il suffit d'un clic et le monde des affaires s'ouvre à vous. Le souci de International Consultants for Procurement ICP est d'offrir un service de qualité à ses abonnés. C'est dans cette optique qu'il lance son nouveau site pour faciliter la transaction des marchés entre demandeurs et prestataires de services dans divers domaines. Le portail que nous avons créé est un moyen de mettre ensemble, de faire se rencontrer sur un site les acheteurs publics d'une part qui ont besoin de publier des informations et les candidats au marché public qui ont besoin de recevoir cette information-là. Pour les acheteurs publics, la publication est gratuite. Pour les entreprises et les particuliers, donc pour tous les candidats au marché public, il s'agit d'un abonnement qui représente une somme modique par rapport à toutes les autres coûts de veille qui sont effectués pour avoir l'information sur la collecte des marchés publics. Site d'amplification de l'information, le nouveau portail d'ICP est une aubaine pour les demandeurs de marché. Pour les acheteurs, ils peuvent publier gratuitement des avis et toute autre information qui seront reçues par l'ensemble des pays africains francophones dans un premier temps. Et pour les candidats au marché public, ça leur permet d'avoir une information qui vient à leur disposition au lieu d'aller la chercher. C'est un site qui reprend in testo, sans les changer, les contenus des documents que nous envoient les acheteurs publics. Et donc le contenu est de la responsabilité de l'acheteur public. Nous ne servons que de courroie de transmission pour qu'un plus grand nombre de personnes puissent avoir accès à l'information que cet acheteur public nous fait parvenir. Le nouveau site est évolutif selon les responsables de la structure qui promettent de travailler avec le monde anglophone très bientôt. Une délégation de l'association des secrétaires et assistantes de direction de Burkina Faso séjourne actuellement dans notre pays. Une visite qui entre dans le cadre des voyages d'études et d'échanges. L'objectif de cette visite est de s'enquérir des conditions de vie et de travail des secrétaires et assistantes de direction du Mali. La délégation burkinabé a été reçue par le directeur général de l'ORTM et la présidente de l'amicale des femmes de l'ORTM. Créée en 1991, l'association des secrétaires et assistantes de direction de Burkina Faso œuvre pour le bien-être de ses membres. Sport à présent, la finale de l'Afro-Basket masculin d'un moins de 16 ans opposera demain le Mali à l'Égypte. En demi-finale, cet après-midi, le Mali a dominé l'Algérie 65-39. L'Égypte, pour sa part, s'est imposée 74-51 face à l'Angola. Mali-Égypte à suivre en direct sur le RTM demain samedi à partir de 16h. Également, suite à la publication des résultats d'attribution des logements sociaux du programme des 1552 de Tabakoro pour Bamako, l'Office malien de l'habitat OMH a l'honneur d'informer par la lettre numéro 0497 DG OMH du 29 juillet 2015 de la libération des apports personnels et des cautions épargne des postulants non bénéficiaires dans leurs banques respectives. Pour toute fin utile, les attestations que les bénéficiaires ont délivrées restent dans le dossier de candidature au niveau de l'OMH. Quant aux bénéficiaires de logements, leurs cautions et apports personnels restent bloqués jusqu'à la signature des conventions de location-vente. Toutefois, les bénéficiaires seront informés en temps utile pour leur transfert sur des comptes de recettes de l'OMH dédiés à l'opération qui leur seront indiqués.
Et nous revenons sur ce communiqué du gouvernement suite à l'attaque contre un hôtel à Sévaré, région de Mopti. Ce jour, vendredi 7 août 2015, vers 7 heures du matin, une attaque terroriste a été perpétrée à l'hôtel Le Byblos à Sévaré, région de Mopti, où est logée une partie du personnel de la MINUSMA. Le bilan provisoire est le suivant. Côté forces armées maliennes FAMA, 5 morts et 2 blessés. Côté terroristes, 2 terroristes tués et 7 suspects arrêtés. Aussitôt l'attaque perpétrée, une unité d'intervention rapide des forces armées et de sécurité du Mali est intervenue pour mettre hors d'état de nuire les terroristes. Elle est en train de ratisser large afin de sécuriser les axes principaux, les édifices, les camps et environs. L'hôtel attaqué par les terroristes est présentement encerclé par les FAMA. Le gouvernement de la République du Mali présente ses condoléances aux familles des disparus et souhaite un prompt rétablissement aux blessés. Le gouvernement de la République du Mali condamne avec la dernière rigueur cette attaque barbare et lâche contre les paisibles citoyens et les amis du Mali présents sur le territoire national. Le gouvernement félicite les forces armées et de sécurité pour leur intervention rapide et efficace, les encourage à ne rien ménager pour normaliser la situation et protéger les personnes et les biens. Le gouvernement de la République du Mali invite les populations à la vigilance, à garder confiance et à apporter leur soutien aux forces armées de sécurité pour neutraliser les forces du mal. Enfin, le gouvernement fera à chaque fois que le besoin un point de la situation jusqu'à la normalisation définitive à Sévaré et partout ailleurs au Mali. Bamako le 7 août 2015 et vous pourrez suivre après ce journal la traduction en langue nationale de ce communiqué du gouvernement. Et c'est tout pour cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Demain, retrouvez Mohamed Ouldomamouni pour l'édition de 13h et moi je serai là pour celle du soir. D'ici là, prenez soin de vous et des autres et soyons tous ensemble pour un Mali uni et fort. Bonne soirée à tous.